Bon, donc pour Oui. suivre cette conférence, vous aurez le replay qui vous sera envoyé demain en fin de journée par mon assistante dès que nous l'aurons. Voilà, donc bonsoir à tous et puis bonne année 2025 en ces temps de crise, ces temps perturbés, de guerre, de difficultés. Gardez le cap, gardez le centrage, la joie et soyez des créateurs de valeur autour de vous, pour vous-même, pour les autres, pour la planète, pour les générations futures. Donc que votre année 2025 soit belle dans la joie, dans l'abondance, avec de belles rencontres et avec un beau chemin d'évolution. Alors, le sujet de ce soir, c'est sur la confiance. Retrouver la confiance en soi, la confiance en la vie, en l'autre et s'épanouir pleinement. Et c'est un beau sujet, moi, que j'aime beaucoup parce qu'on va parler de différentes choses et notamment des choses que j'ai étudiées en Inde auprès du maître Swami Nityananda. Alors, qu'est-ce que la confiance? Je vois quelqu'un qui n'entend pas. Est-ce que tout le monde entend? Est-ce que ça vient de son micro? Voilà. Vous mettez dans le chat quand je pose une question pour que je sois sûre que tout le monde entend. Alors, c'est bon. Donc, qu'est-ce que la confiance? On va essayer de définir ensemble la confiance parce qu'il y a différents niveaux de confiance, différentes sortes de confiance. Donc, les définitions exactes, c'est un état mental ou émotionnel d'assurance, de sécurité envers soi-même, envers une personne, une organisation, un système, qui nous fait croire en sa fiabilité, en son intégrité, en leurs compétences et en leurs bonnes intentions. Voici la définition. La confiance est indispensable à de très bonnes relations avec les autres et dans les relations d'amitié, dans les relations avec les autres, quels qu'ils soient, pour la réussite professionnelle, pour les affaires, pour la finance, dans le milieu de la politique. Et en fait, la confiance, elle permet quand même d'être satisfait dans la vie quand on a confiance en soi, dans les autres, dans la vie, dans le travail et dans les gens avec lesquels on a des projets. Elle peut être basée sur notre intuition, nos expériences passées, notre histoire, sur les preuves tangibles que nous avons vues, sur les normes sociales, sur les croyances personnelles et culturelles. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage. On va parler maintenant de la confiance en l'autre, puis ensuite de la confiance en soi. La confiance en l'autre, en une personne ou en un groupe, c'est lorsque les personnes vont agir de manière fiable et honnête dans une situation donnée. La confiance en l'autre, elle repose sur la capacité à faire preuve de bienveillance, de respect, de responsabilité en toutes circonstances. La confiance en l'autre est une composante essentielle de toutes les relations humaines, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Cette confiance, elle doit être gagnée et maintenue au fil du temps et à travers des comportements cohérents, des actions qui témoignent de l'intégrité, de l'honnêteté de la personne. La confiance en l'autre facilite les interactions sociales, elle donne de la satisfaction dans les relations et elle contribue à une meilleure estime de soi. Et cette confiance en l'autre, elle peut être brisée pour un rien, souvent avec une trahison, avec des mensonges, de la malhonnêteté ou des comportements qui ne sont pas justes. Et lorsqu'elle est brisée, il est souvent bien difficile de la retrouver, voire impossible de la regagner complètement. Vous avez sûrement tous vécu un jour ou un autre une trahison, la confiance est perdue et elle n'est pas prête de revenir. La confiance en soi, ça va être davantage le sujet de ce séminaire, de cette soirée. La confiance en soi, c'est vraiment l'élément qui va vous donner de la joie dans la vie, de l'élan, de l'envie de faire des choses, de l'envie d'avancer. La confiance en soi, c'est quelque chose de primordial qu'on perd très vite, mais qui peut se réacquérir très facilement et je vais vous expliquer comment. La confiance en soi, c'est croire en soi, en son potentiel, en sa capacité à faire face à tout ce qui se présente dans votre vie. C'est la confiance dans ses compétences, dans ses qualités, dans ses dons, dans ses talents, dans sa valeur. La confiance en soi, c'est se sentir en sécurité à l'intérieur de soi et à l'extérieur avec les autres. La confiance en soi permet de s'affirmer, de dire les choses,
d'expliquer, de se montrer tel qu'on est sans peur du regard de l'autre. Et la confiance en soi vous donne la conscience que vous pouvez surmonter tous les obstacles, toutes les situations, toutes les difficultés. Avoir foi en soi, c'est je peux compter sur moi. Si je n'ai pas confiance en moi, je m'expose à passer à côté de ma vie. Je suis incapable de concrétiser mes aspirations, mes rêves, parce que je n'ai pas confiance, parce que je crois que je ne le pourrai pas, que je n'aurai pas la puissance, le pouvoir, le savoir, les compétences, les connaissances. Et résultat, je ne vais pas faire face à mon avenir. Et lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on risque de s'isoler, de terminer déprimé et quelquefois même d'aller jusqu'au suicide. Donc la confiance en soi, c'est un élément extrêmement important dans notre vie. Et la confiance ouvre des portes au lieu d'en fermer. La confiance est le tissu de la vie. Elle permet de se rassembler et de guérir ensemble. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a rien. Quelles sont les bases de la confiance, particulièrement de la confiance en soi? Les bases sont l'authenticité, l'intégrité, la responsabilité et le partage, l'enrichissement. Ceci m'a été enseigné par le maître Swami Nityananda lors de mes séjours en Inde et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant cette façon d'approcher la confiance. Ce sont ce qu'on appelle les 4 tattvas en sanskrit qui sont enseignés depuis de très, 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 très nombreuses années, voire des millénaires. Et si on pratique ces 4 tattvas, si on les intègre, si on les vit pleinement, eh bien, on entre sur le chemin de l'éveil. La confiance est absolue, la réussite vient à vous, vous devenez créateur et vous posez vos intentions et vous avancez dans la vie de façon responsable, heureuse, joyeuse. Qu'est-ce que c'est que ces 4 tattvas? Le premier, c'est celui qu'on appelle l'authenticité. Authenticité, en France, on pense souvent que c'est en lien avec l'honnêteté, que si je suis honnête, je suis authentique. Eh bien, c'est beaucoup plus, ça va beaucoup plus loin que ça. L'authenticité, c'est quand je m'identifie à la plus haute partie de moi, à ce qu'il y a de plus beau, de plus puissant, de plus lumineux, de plus joyeux, de plus amour, de plus magnifique en moi, ce qui est en lien avec la perfection divine, avec le divin en moi, c'est lorsque je demande à mon je suis de se manifester. Je m'identifie à ce je suis, je l'appelle, je lui demande de penser en moi, de parler à travers moi, d'agir à travers moi, de décider à travers moi, et je suis se manifeste. Quand je suis authentique, je me situe à mon plus haut degré de réalisation. Je mets ma pensée à mon plus haut degré de possibilité. J'ai le choix de décider de déclarer qui je veux être. Je peux très bien m'identifier à je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, je ne sais pas, je ne saurai jamais, je suis pas assez, je suis trop, je suis moins. Ou je peux décider de me connecter à cette divinité, à cette partie sublime qu'il y a au fond de nous, le déclarer, je choisis, je suis et je veux le manifester. Je peux le manifester, je choisis de le manifester. Alors, je mets ma pensée en harmonie, en cohérence avec ça, et je veille à ce que mes pensées soient positives à mon égard. Et donc, ma pensée, si elle est positive vis-à-vis de moi, elle me forge. Si je continue à laisser ma pensée vagabonder dans le négatif, elle me brise. Je suis le seul à entretenir ce processus de pensée. Je suis le seul responsable de ce que je pense de moi. Je suis le seul responsable de ce à quoi je m'identifie, qui je suis vraiment ou qui je crois être. On en reparlera un petit peu plus loin. Je suis le seul responsable.
Et souvent, je crois que je ne peux pas contrôler mon mental. Je lui donne le pouvoir, je lui laisse le pouvoir, je le laisse faire, alors qu'en fait, je suis tout à fait capable de le contrôler. Lorsque je pense que je ne peux pas contrôler mon mental, c'est faux. Alors ensuite, je choisis de m'identifier à je suis et je choisis de fonctionner constamment à ce plus haut degré de possibilité, à mon plus haut niveau de potentiel, et je choisis que cette authenticité crée et se manifeste dans la matière. Donc, je suis seule responsable, je suis responsable de mes pensées et du choix de l'endroit d'où je parle, de la personne en qui je n'ai pas confiance ou de mon je suis. Plus je suis authentique, plus j'ai confiance. Le deuxième tattva dont nous allons parler maintenant, ah oui, on va aller plus en profondeur dans les 4 dimensions de l'authenticité. L'authenticité, donc, c'est répondre à partir de son plus haut niveau de potentiel. Et elle est définie par 4 images. La première image, c'est ce qui correspond à 4 identités, si on peut dire, c'est l'image que j'ai de moi à l'intérieur de moi. Quand je me regarde, quand je mets mon repère à l'intérieur, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je trouve que je suis en pleine forme? Est-ce que je trouve que je suis beau ou pas beau? Est-ce que je trouve que je suis intelligent ou pas? Que je suis assez ou pas assez? Que je suis trop ou pas assez? Que je suis moins, que je suis le moins? Est-ce que je trouve que j'aime les gens? Est-ce que je trouve que je fais bien? Est-ce que je trouve que je suis active? Quelle image j'ai de moi? Ces idées que nous avons à l'égard de notre être structurent cette première identité. En sanskrit, on l'appelle mamakara. Eh bien, si cette image intérieure est négative, et en général, elle est toujours plus petite, cette image intérieure que nous avons nous-mêmes, toujours plus petite que celle qu'on va projeter à l'extérieur, celle qu'on voudrait que les autres perçoivent de nous. Donc la deuxième identité qui constitue l'authenticité, c'est l'image que je vais projeter de moi à l'extérieur. Et moi, je l'appelle avec humour l'appartement témoin. Quand on visite un appartement témoin, c'est toujours magnifique. Quand on signe sur les plans et puis qu'on réceptionne l'appartement, c'est pas toujours aussi magnifique que ce qu'on avait visité. Eh bien, c'est pareil avec l'image extérieure et l'image intérieure. L'image extérieure, c'est l'appartement témoin. L'image intérieure, c'est l'appartement qu'on va réceptionner avec ses difficultés, ses défauts, ses malfaçons. Donc, comment est-ce que je me projette envers les autres? Est-ce que j'ai envie de me projeter comme quelqu'un de puissant, d'intelligent, de fort, d'honnête, gentil, serviable, sur qui on peut compter, etc. Et souvent, chez la plupart des humains, on a tendance à se projeter beaucoup plus grand que ce que nous croyons être en notre fort intérieur. Donc voilà ce que j'appelle l'appartement témoin. Dans les 4 tattvas, l'image extérieure, c'est Ahamkara. Troisième image qui constitue l'authenticité, c'est Anyakara, c'est l'image que les autres ont de moi. Comment est-ce que les autres me perçoivent? Et quelquefois, ils me perçoivent de façon totalement différente que celle que j'ai souhaité leur montrer. Et les êtres humains, qui que nous soyons, nous ressentons, nous avons des sens subtils qui nous permettent de percevoir ce que l'autre ne dit pas, ce qu'il veut projeter, qui n'est pas juste, celui pour qui il veut se faire passer alors qu'il n'est pas. Quand il exagère cette image extérieure, on le ressent. Voilà. Eh bien, ces 3 images, l'image que j'ai à l'intérieur de moi, l'image que je projette de moi sur autrui, celle ou celui pour qui je voudrais passer, et l'image que les autres me renvoient de moi doivent être en cohérence.
Si elles sont en cohérence, je m'approche de l'authenticité. Et la quatrième identité est subtile, c'est Sva-Anyakara, ou c'est l'image que j'ai de la vie. C'est ma perception que j'ai de la vie. Et je peux avoir une très belle image de la vie qui est merveilleuse, qui est joie, qui est émerveillement, gratitude. La vie veut le meilleur pour moi, je suis en confiance, elle connaît mon besoin, elle veille à tout ce dont j'ai besoin. Ou alors, je peux avoir une image de la vie difficile. La vie est solitude, compliquée, effrayante, la vie est dure, on est là pour en baser. Eh bien, nos 4 images doivent être en cohérence pour être authentiques. Plus je suis authentique, plus je me rapproche de je suis, plus je le manifeste, plus je deviens créateur. L'authenticité, avec tous ces mécanismes de pensée, va créer des pensées racines, des pensées qui vont être à l'origine de conflits intérieurs et de conflits extérieurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense au fond de moi? C'est une façon prédéfinie en lien avec un échec, un rejet, un abandon, une punition. C'est qu'est-ce que j'ai comme idée quand il y a des difficultés? Qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de la vie? Est-ce que je vais me laisser écraser? Est-ce que je vais me laisser aller vers une situation de victime? Ou est-ce que je vais utiliser cette difficulté pour grandir, pour apprendre, pour évoluer? Toutes les pensées racines, la plupart du temps, sont négatives et elles agissent sur notre vie et elles conditionnent notre vie. C'est important d'être vigilant à toutes nos pensées parce qu'elles sont créatrices. Quand j'ai commencé mon développement personnel dans les années 80, j'ai rencontré André Voisin qui avait écrit de très jolis livres comme Les Contes du Roi Singe et qui était le président d'Antenne 2, ça s'appelait la télé à ce moment-là, ça s'appelait Antenne 2. Il m'avait dit: «Chaque fois que tu as une pensée négative, Catherine, tu armes un fusil dans le monde». Ça m'avait bouleversée et c'est vrai qu'à partir de ce moment, j'ai essayé de faire de plus en plus attention à mes pensées pour qu'elles soient positives envers autrui et qu'elles soient positives envers moi-même et c'est souvent ce qui est le plus difficile. Et donc chaque fois que je dis: «Je suis pas assez, je suis moins, je suis le moins, je suis différent, je suis nul, je suis pas capable, je suis échec, je suis seul, je suis fragile, j'ai pas une bonne santé, je suis faible, personne ne m'aime, la vie est difficile, je suis impuissant, je suis pas légitime, j'y arriverai jamais, je ne sais pas, je suis pas capable». Toutes ces pensées façonnent notre quotidien et elles sont fondées sur des cognitions erronées et elles prennent appui dans notre histoire, nos blessures du passé, les blessures de notre âme, les jugements, les humiliations, les abandons, tout ce que nous avons vécu dans le passé. Et nous seuls pouvons les changer. Donc voilà pour l'intégrité, pour l'authenticité, qui est un chemin d'évolution extrêmement important pour mettre ces 4 images en cohérence et pour être vigilant à ses pensées. Une fois qu'on est vigilant à ses pensées, il faut être aussi vigilant sur les mots, parce que nos mots, MOTS, ont du pouvoir. Et en fonction des mots que l'on va utiliser, on peut attirer des mots MAUX. Donc ma vie se construit à partir des mots et des engagements que je formule à moi-même et aux autres. Et donc je dois être conscient de ce que je dis. Et l'intégrité, c'est exécuter et vivre pleinement les mots et les paroles que nous disons, que nous délivrons à nous-mêmes ou que nous délivrons aux autres. C'est-à-dire être en harmonie, en cohérence avec les engagements que l'on prend, respecter les engagements vis-à-vis d'autrui, respecter les engagements vis-à-vis de soi. J'honore le mot créateur que je m'adresse à moi-même, j'honore les paroles que je donne aux autres. L'intégrité ne réside pas seulement dans les engagements,
que nous prenons à l'égard de la vie. Ça peut être aussi simple que se dire à soi-même, demain matin, je me lève pour faire des méditations, du yoga. Eh bien, si je choisis cet engagement pour moi, si je veux être intègre, je vais devoir le respecter. Donnez-vous des engagements qui sont tenables, faciles à faire, sinon vous allez encore abîmer l'image que vous avez de vous-même et vous aurez encore moins confiance en vous si vous ne réussissez pas à les tenir. Donc, quand je suis intègre, je respecte mes engagements et je me donne des engagements qui sont atteignables. Chaque fois que des mots ne sont pas respectés, qu'un engagement n'est pas tenu, ça crée quelque chose dans votre corps énergétique et notamment dans le corps éthérique. Chez vous, si c'est votre engagement que vous ne respectez pas, chez l'autre. Et quand vous ne respectez pas vos engagements vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis d'autrui, il est évident que la confiance en vous en prend un coup. Que la confiance en l'autre, c'est-à-dire la confiance que l'autre va avoir envers vous, va en prendre un coup également. Donc, soyez vigilants à vos pensées, soyez vigilants aux mots et aux engagements que vous prenez. L'intégrité apporte de la force à mes mots, MOTS, et donc de la confiance en moi lorsque je réalise mes engagements, les pensées et les mots que je dis, et de la confiance envers les autres et des autres envers moi quand je respecte tous mes engagements. Troisième tattva, la responsabilité. Je suis 100% responsable de tout ce que je vis, de tout ce qui se passe dans ma vie. Je suis la source de toute chose dans ma vie. Je crée ma vie à chaque instant avec mes pensées, avec mes mots, MOTS. Je suis responsable de toute manifestation qui se produit autour de moi, en moi seule et avec les autres. Deuxième responsabilité, je suis responsable de la façon dont je suis impactée par un événement. J'ai toujours le choix. Une difficulté arrive, j'ai le choix de me mettre en situation de victime, de me plaindre, de rechercher éventuellement d'autres victimes pour faire une association de victimes, ça marche bien aussi, de chercher des gens éventuellement pour me consoler, prendre soin de moi parce que je suis une victime, et d'aller chercher des bénéfices secondaires, des succès d'amour et de reconnaissance qui vont avoir un petit goût, un petit arrière-goût pas très agréable, qui vont être des situations pas vraiment confortables, qui seront inconfortablement confortables, mais qui me donneront une sensation d'avoir un petit sucre et de me consoler. La deuxième possibilité, je suis responsable et je choisis de grandir à travers cette situation. Je choisis de ne pas me laisser impacter par l'événement, de ne pas me laisser abîmer. Je choisis de regarder en quoi je peux changer les choses, qu'est-ce que je peux faire évoluer. Je mets mon repère à l'intérieur pour regarder profondément ma responsabilité et pour faire évoluer. La responsabilité, ce n'est pas un fardeau, c'est un pouvoir. Et donc, soyons vigilants. Je suis responsable de toutes mes pensées, de toutes mes décisions, de tous mes choix, de toutes mes actions, mes créations pour moi-même, pour les autres, pour la planète, pour l'environnement, pour les générations futures. Et je suis responsable de leurs effets à court, moyen et long terme. Plus vous êtes responsable, plus vous avez de la confiance en vous, plus vous devenez leader et plus vous êtes responsable, plus vous devenez une force créatrice. Plus vous choisissez le chemin de l'évolution plutôt que celui de la victime, plus vous grandissez, plus la confiance se développe. Et donc, la décision d'être responsable vous, et de façon positive vous incombe. Vous avez toujours le choix
Soit je vais chercher les bénéfices secondaires de la victime, et il n'y en a pas toujours, soit je choisis de grandir et de trouver des solutions, d'évoluer à travers ce qui m'est donné de vivre. Et lorsque vous serez des êtres éveillés, voire des maîtres, eh bien, vous serez responsable également pour le cosmos tout entier. Les maîtres, tels que ceux que j'ai connus en Inde ou comme Mère Mera à Baldwinstein, sont responsables de ce qui se passe avec les énergies subtiles de l'autre côté de la Terre, dans d'autres dimensions, dans le cosmos tout entier. Donc, ici sur Terre, dans notre condition humaine, nous sommes responsables pour nous-mêmes, pour les autres, pour la planète, pour les générations futures, pour toute l'humanité. Nous sommes responsables de tous les effets de ce que nous pensons, créons, disons, faisons à court, moyen et long terme. C'est important de garder en conscience que nous sommes 100% responsables. Chaque fois, nous mettons notre repère à l'intérieur dans toutes les situations qui se présentent à nous et nous cherchons en quoi suis-je responsable de ce que je vis et qu'est-ce que je fais de tout ça. Donc, on a authenticité, intégrité, responsabilité. Le quatrième tattva, en anglais, en Inde, on dit enriching. On peut le traduire par enrichir. On peut le traduire aussi par partager. En fait, ça veut dire permettre à l'autre de grandir et d'évoluer, permettre à l'autre de se développer, permettre à l'autre de vivre l'abondance. Et ce n'est pas se positionner en grand prêtre donneur de leçons. Moi, j'ai tout compris, je vais t'expliquer, et je ne suis pas forcément en cohérence avec ce que je dis, mais c'est être témoin, c'est-à-dire être exemplaire, être un repère, une référence. Ainsi, on permet à l'autre d'évoluer, de réussir, de vivre l'abondance, et on va vivre le quatrième tattva, enriching. Lorsque ces 4 tattvas sont vécus de plus en plus dans notre vie, eh bien, nous avançons de plus en plus vers l'éveil. Et plus nous allons y aller, plus nous allons avancer, plus nous allons prendre de responsabilités, plus nous allons avoir confiance, plus nous allons créer, plus nos intentions vont devenir créatrices, plus il faudra faire attention à nos pensées, à nos mots, à nos actions. La dernière chose, c'est la confiance dans la vie. La confiance dans la vie, c'est voir que la vie veut le meilleur pour moi, pour vous, pour l'humanité. C'est être vraiment persuadé au plus profond de moi qu'elle connaît mon besoin, qu'elle veut le meilleur pour moi et je lui fais confiance. C'est accepter de se laisser porter par la vie. Elle me guide à chaque instant à ma juste place. Plus je suis centrée sur mon je suis, plus je suis portée vers ma juste place. Plus je suis guidée vers les décisions justes, les rencontres justes, les belles personnes qui vont pouvoir m'aider, m'orienter, me former, me guider, les bonnes personnes qui vont me permettre de concrétiser, de réussir mes projets. Je m'abandonne dans les bras de la vie, je me laisse porter par la vie, je lâche prise. J'expérimente le pouvoir de l'intention, je demande et je reçois. Il ne s'agit pas de dire je veux gagner au loto, mais simplement des demandes justes. La vie connaît mon besoin. Ça peut être une place de parking en plein centre-ville ou en plein Paris à l'heure de pointe. Eh bien, la place de parking sera là. Au moment où vous arrivez, une voiture s'en va. Ça fonctionne très bien. Ça peut être demander à un cuisinier ou une cuisinière sur un séminaire parce que quelqu'un était prévu et vous a lâché. C'est ce qui s'est passé pour moi il y a quelque temps quand j'étais en Provence. Eh bien, je demande à la vie et le lendemain, comme par hasard, comme par magie, la cuisinière arrive
La vie veut le meilleur pour vous. Notre seule obligation, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque instant. C'est-à-dire d'être authentique, d'être intègre, d'être responsable. C'est de nous identifier à notre plus haut niveau de potentiel, c'est de croire en notre je suis et c'est le manifester le plus possible. Alors, ça devient magique. Beaucoup des personnes qui font les séminaires, le 4 jours, le parcours en 3 ans, l'expérimentent de plus en plus et s'émerveillent de plus en plus et sont remplis de gratitude parce que c'est tellement beau, tellement magique qu'on passe son temps à être dans la gratitude face à la manifestation de la vie. Pourquoi n'avons-nous pas confiance en nous? Pourquoi n'avons-nous pas confiance dans la vie? Pourquoi n'avons-nous pas confiance en l'autre ou avons-nous du mal à faire confiance? Eh bien, parce qu'on s'est façonné avec notre histoire, avec nos expériences de la vie. Et nos expériences de la vie vont tout doucement faire disparaître notre conscience de notre valeur, notre confiance en nous et notre confiance dans la vie. Tout ce que nous avons vécu depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui n'a pas toujours été positif. Nous avons vécu des traumatismes, des carences d'amour, nous avons vécu des blessures de l'âme, comme l'écrit si bien Lise Bourbeau, nous avons été jugés, critiqués, comparés, nous avons vécu du rejet, de l'abandon, des trahisons, de l'humiliation, des injustices. Nous avons manqué de reconnaissance, d'encouragement, de valorisation, d'accompagnement. Tout ça, ce sont des blessures qui doucement nous font croire que nous ne sommes pas assez, que nous n'avons pas de valeur, que nous ne sommes pas capables et que nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Les carences d'amour, de reconnaissance, de valorisation viennent en rajouter une couche, plus les conditionnements familiaux, culturels et sociaux, avec les milieux sociaux, avec les croyances, on se met plein de conditionnements qui nous rabaissent et qui font que tout doucement, on va perdre la confiance en soi. Eh bien, avec tout ça, toute cette histoire du passé, on va construire notre personnalité, on va construire l'image que nous avons de nous-mêmes. Et cette image que nous avons de nous-mêmes, tout au long du temps, elle va se rétrécir, se rabougrir, s'abîmer, jusqu'à ce que nous finissions par penser que vraiment nous ne sommes pas assez, voire que nous sommes nuls. J'ai encore fait un 4 jours là que nous avons terminé ce matin. Eh bien, il y avait encore des personnes sur ce 4 jours qui pensaient qu'elles étaient nulles, qu'elles n'étaient pas assez et qu'elles ne seraient pas capables, pas à la hauteur. Et c'est terrible, alors que nous sommes des êtres de lumière magnifiques. Donc, tout doucement dans le temps, avec tous ces traumatismes, toutes ces blessures, nous avons perdu la conscience de qui nous sommes, nous avons perdu la confiance en nous et la confiance en autrui. Alors, pour bien comprendre tous ces mécanismes, comment ça se forme, eh bien, on va l'expliquer un petit peu plus en détail. Je suis créateur et responsable. Dans les 4 tattva, on a vu je suis 100% responsable. 100% responsable de tout ce que je vis. Alors, qui est ce je qui crée ma réalité? J'ai 2 positionnements dans la vie. Soit je m'identifie à mon humanité, à mon individualité, c'est-à-dire qui je crois être, cette couche de personnalité extérieure qui s'est façonnée depuis l'enfance avec mon histoire, qui contient toutes les mémoires, qu'on appelle aussi mon corps de souffrance. Ce corps de souffrance et cette identité qui ne sont pas positives parce qu'il y a des peurs qui en ont découlé, des limitations, des doutes et du manque de confiance. Cette dimension de moi, cette couche de personnalité extérieure qui s'est construite, qui je crois être, celle ou celui qui est nul, qui est pas assez, c'est l'ego négatif, eh bien, avec son copain mental, il va se juger, se condamner, se comparer, se saboter, va se persuader qu'il n'a pas de valeur et la confiance s'en va définitivement. Le copain mental va faire un bel écran de pensée là-dessus, va prendre le pouvoir dans vos vies
Et il va passer son temps à entretenir tout ça et à vous faire croire que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas assez, que vous êtes trop, moins, le plus, le moins, que vous êtes différent. Et donc, avec cet ego négatif, avec cette couche de souffrance et votre histoire, le mental fait une association de malfaiteurs. Il y a une autre possibilité, je peux m'identifier à qui je suis vraiment, c'est-à-dire mon je suis, mon essence divine, la perfection de mon être, mon potentiel qui tend vers l'infini, ma lumière, mes corps de lumière. Je peux m'identifier à cette partie de moi. Et lorsque je m'identifie à cette partie de moi, je développe des pouvoirs, tout devient beaucoup plus facile et je suis dans la joie. Alors, qui suis-je, cette divinité, cette perfection? Qui c'est ce je suis? Ce je suis, c'est une partie du grand tout. Je suis inné et immuable. Si on devait le définir, on peut dire je suis amour, je suis lumière, je suis perfection. J'ai toutes les qualités. Je suis à l'image du divin. Dans tous les textes sacrés, quelles que soient les religions, quelles que soient les spiritualités, partout vous trouvez que l'homme est à l'image du divin. Partout, dans toutes les cultures, j'ai beaucoup voyagé du fin fond de l'Amazonie, en Inde et en Afrique, partout, on m'a toujours dit, au fond de toi, il y a la perfection. En dehors de toute spiritualité, en dehors de toute religion, on m'a toujours dit, au fond de toi, il y a la perfection. Au fond de nous, nous avons un potentiel qui tend vers l'infini, et c'est ça notre vraie nature. Nous avons des dons, des talents exceptionnels qui nous sont propres, que nous avons reçus pour faire l'expérience de la vie sur la Terre et surtout pour remplir notre mission d'âme. Nous ne sommes pas incarnés par hasard, nous sommes venus avec une mission et avec des talents particuliers pour la concrétiser. Alors, qui suis-je? Eh bien, je suis tout ça. Et je vous invite à faire votre marguerite avec des pétales de couleur et à mettre dedans qui vous êtes, toutes les qualités que vous pouvez vous reconnaître, les réciter, les regarder, les redire jusqu'à ce que vous acceptiez de vous les approprier. Dès l'instant où vous vous les appropriez, elles commencent à se manifester. Je suis. Ce sont les deux mots les plus puissants au monde, car tout ce que nous allons ajouter après va façonner notre réalité. On est dans l'intégrité. C'est le pouvoir des mots. Je suis vigilant aux mots que j'utilise pour moi-même, pour autrui, parce que ces mots façonnent notre réalité. Alors, si je ne choisis pas je suis, je m'identifie à qui je crois être. Cette partie de moi individualisée qui s'est créée depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, même depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui, et qui tout doucement a construit ce qu'on appelle ma couche de personnalité extérieure. Cette couche de personnalité extérieure, elle s'est créée avec toutes les couches de mémoire avec lesquelles nous sommes venus nous incarner. La première couche de mémoire qui est violette sur le dessin, ce sont les couches en lien avec nos vies antérieures. Pour ceux qui y croient, vous n'êtes pas obligés d'y croire, mais pour ceux qui y croient, nous avons un karma, des dettes karmiques, c'est-à-dire en fonction du passé, de ce que nous avons vécu, eh bien, nous avons des choses à réparer dans cette vie-ci. Et nous avons en mémoire toutes nos histoires passées avec le chemin que nous allons devoir suivre pour réparer dans cette vie-ci déjà programmée. La deuxième couche, c'est l'histoire collective qui nous vient du pays, de la culture, de la religion, des écoles de pensée, de tous ces égrégores dans lesquels on va baigner en venant au monde dans un pays, une région, un milieu social, une famille, tout ce qui va nous bercer, nous éduquer, toutes les valeurs, toutes les croyances on va nous insuffler et qui vont créer ce qu'on appelle notre histoire collective, nos liens avec les égrégores et nos liens avec les archétypes.
Les égrégores, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, c'est l'ensemble des amas de pensée de l'humanité. Tous les groupes sociaux qui se réunissent créent des égrégores. On peut créer un égrégore avec un projet professionnel et on peut créer des égrégores très puissants avec les religions. La troisième couche, c'est la couche qui nous vient de notre histoire familiale. Et dans notre histoire familiale, il y a des mémoires et des fidélités qui peuvent tout à fait être à l'origine de nos manques de confiance. On peut être en fidélité avec des personnes qui n'ont pas réussi, qui ont souffert, qui ont été malades, qui ont été violentées. Eh bien, on va porter en nous ces mémoires qui seront bien, bien actives sur notre manque de confiance. Et puis, la dernière couche qui est représentée par tous ces piquants rouges tout autour, c'est la couche de notre histoire personnelle dans laquelle vont s'inscrire en mémoire toutes nos blessures, nos traumatismes, nos souffrances, les carences d'amour, de valorisation, les jugements, les critiques, les dévalorisations, les rejets, les abandons, les injustices, les humiliations, tout ce qu'on a entendu depuis qu'on est petit, tu n'es pas, t'es pas assez, t'es trop, t'es moins, etc. Tous les jugements qu'on porte sur un enfant, dès l'instant on lui dit tu n'es pas, tu es ceci, tu es cela, tu es trop, tu n'es pas assez, on l'invite à mettre son repère à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va inviter l'enfant à donner son pouvoir aux adultes qui l'éduquent et il va finir par croire que ceux qui l'entourent savent mieux que lui qui il est. Et comme en général, ce sont des jugements qui sont posés sur l'enfant, progressivement, il va oublier qui il est et il va s'identifier à ce qu'on lui dit qu'il n'est pas assez ou qu'il est trop ou qu'il est moins ou qu'il est le moins. Conditionné par le repère extérieur, il perd la connexion avec son repère intérieur, la connexion avec son je suis, avec sa divinité. Plus vous valorisez un enfant, plus vous lui donnez d'amour, plus vous l'accompagnez, vous l'encouragez, plus il garde la connexion avec son je suis. Plus vous le jugez, le critiquez, le condamnez, plus vous êtes exigeant, dur, violent, méchant avec lui, plus il va s'identifier à sa couche de souffrance, plus il va penser qu'il n'a pas de valeur et moins il va avoir confiance en lui. Ce qui, je crois, être cette humanité, on l'appelle notre couche de personnalité extérieure, elle s'est construite avec tous les blessures et tous les traumatismes. Ça va contrarier notre potentiel de vie, contrarier notre je suis et créer cette couche tout autour qui est représentée là en rouge avec les piquants. L'image que nous avons de moi s'est extrêmement abîmée et rétrécie et nous avons perdu la confiance en moi. Si au départ, on avait encore la mémoire de ce qui est dessiné dans le cercle bleu, c'est le je suis, et avec les couches autour, à l'arrivée, on ne s'identifie plus qu'à cette espèce de piquant, cet oursin qui est là, rouge. On a perdu toute confiance et l'image de nous-mêmes est détruite. Qui je crois être. Donc toutes ces blessures, ces traumatismes vont être stockés. Elles sont refoulées dans les profondeurs de l'inconscient. Je les oublie, je les refoule, je mets des couvercles par-dessus. Et avec ces blessures, ces traumatismes, donc toutes ces mémoires refoulées dans les profondeurs, eh bien j'ai mes talents et mes qualités qui vont partir et que je vais oublier. Au fond de mon inconscient, j'ai de l'or, j'ai des trésors, j'ai une hotte de Père Noël remplie de cadeaux. Ce sont mes talents, mes qualités, mes dons, mes pouvoirs que j'ai oubliés parce qu'on m'a répété régulièrement que je n'étais pas assez, que j'étais trop, que j'étais moins, que je n'étais pas capable. Tout doucement, on s'est identifié à notre couche de souffrance et on a oublié qui nous étions. On a mis notre repère à l'extérieur et arrivé à la fin de l'adolescence, on va chercher sans cesse dans le regard de l'autre qui nous sommes. On va chercher sans cesse à se comparer, s'évaluer pour savoir si je suis plus, si je suis moins, si je suis différent.
Au final, je ne crois plus en moi, je ne crois plus en mon potentiel et je n'ai plus confiance. Quand je perds la confiance en moi, très vite, je perds aussi la confiance en l'autre, puisque je ne peux même pas me faire confiance à moi, comment pourrais-je faire confiance à l'autre? Et je perds la confiance dans la vie devient difficile. C'est alors que les peurs arrivent, les doutes, je me juge, je me compare, je me condamne. Je me retrouve coincée dans mes croyances, dans mes limitations. Et pour m'en sortir, je vais construire des stratégies inconscientes pour m'adapter, pour compenser les manques, les vides et la mauvaise image que j'ai de moi, et pour survivre. Et je vais chercher dans des bénéfices secondaires, des succès d'années de reconnaissance, des succès d'années d'amour pour m'illusionner que finalement je suis quelqu'un de bien et que je suis digne d'être aimée. Mais ce n'est pas juste, c'est inconfortablement confortable et au fond de moi, je le sais. Donc au final, voilà le résultat. Au fond de moi, il y a un trésor, une hotte de Père Noël remplie de cadeaux, remplie de talents, de dons, de pouvoirs, de qualités. Et tout autour, il y a une couche qui le masque, une couche de personnalité extérieure remplie de mes souffrances, remplie de mes stratégies inconscientes. C'est mon potentiel de vie contrarié, c'est mon ego négatif, c'est qui je crois être. Tout notre travail va être de remettre notre repère à l'intérieur pour aller réveiller ce potentiel, ce je suis et le manifester. Au final, nous aurons deux postures dans la vie. Soit je m'identifie à qui je suis vraiment, à ma perfection, à ma divinité. Dans ce cas, je suis centrée, je suis dans la confiance, je suis dans la joie, dans la facilité, dans le plaisir, dans la légèreté. Mes intentions se créent, la vie devient magique, je m'expanse et la joie est là au quotidien. Soit je m'identifie à ma couche, et c'est là qu'on dit qu'on s'en tient une couche, je m'identifie à mon humanité, à mon individualité, je suis décentrée, je ne suis pas créateur de valeur, ça condense, ça fait mal, ça rentre à l'intérieur, je me juge, je me critique et je n'arrête pas de je suis trop, je suis pas assez, je suis différent. On n'a que ces deux postures-là dans la vie. Oui, je suis centrée ou je suis décentrée. Centrée, c'est je suis qui s'exprime. Décentrée, c'est ma couche de personnalité, ma couche de souffrance, mon ego négatif. Comment allons-nous faire pour retrouver la confiance? Eh bien, pour retrouver la confiance, il va falloir d'abord se réveiller et donc prendre le temps de remettre son repère à l'intérieur. Mon repère intérieur va me permettre d'avoir un peu de discernement. Où j'en suis? Comment je me sens dans ma vie? Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas bien? Qu'est-ce que j'ai envie de changer? Qu'est-ce qui ne me convient pas? Qui suis-je? Où en suis-je avec moi-même? Je prends le temps du discernement en mettant mon repère à l'intérieur, en ouvrant ma conscience, en devenant observateur et en ayant une vision globale de moi-même, à l'intérieur de moi-même et de moi-même dans mon environnement. Alors je me réveille et je choisis d'entrer sur le chemin de l'évolution et de l'éveil. Si on tarde à changer, à se réveiller, il est possible que la vie nous interpelle et qu'elle mette sur notre chemin des épreuves, des difficultés, un accident, une catastrophe, une maladie, un chômage. Elle vient frapper à nos volets alors que nous dormons et elle vient frapper fort parfois. Il y a un très joli chant qui dit: «Je suis venu frapper à tes volets, ami, 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 mais toi tu dormais. N'attends donc pas que le jour se lève, n'attends donc pas de finir tes rêves. Je suis venu frapper à tes volets, mais toi tu dormais». Alors réveillons-nous et engageons-nous. Et si je choisis de m'engager, je dis oui à la vie.
Si je reste dans mes peurs, mes doutes, mes jugements et le manque de confiance en moi, je dis non à la vie et je suis en souffrance. Ma seule liberté, c'est de dire oui à la vie. Et si je dis oui à la vie, tout devient magique. Si je m'engage, la vie devient magique. Et ce texte de Goethe est magnifique, vous pourrez le retrouver sur le site internet ou dans le replay, parce qu'il montre que dès l'instant où on s'engage, il se passe des choses étonnantes, des rencontres, des événements, des idées qui nous arrivent, des plans qui se mettent en route. Au moment où on s'engage, la vie nous accompagne, la providence bouge. Toutes sortes de choses arrivent qui ne seraient jamais arrivées autrement. Faites confiance. Et ces petites choses qui arrivent, quelquefois on n'aurait même pas pu les rêver, elles arrivent, elles sont là. Elles nous font avancer, elles nous font bouger. Donc, n'ayez pas peur, ayez de l'audace et engagez-vous maintenant. Si je dis oui, si je m'engage, l'âme agit. Si je dis oui, si je m'engage, je reconnecte mon âme, je réveille mon âme. Ce n'est plus mon ego et mon mental qui dirigent ma vie, c'est mon âme qui vient prendre le pouvoir et la magie de la vie opère. Tout devient plus léger, plus facile et le bonheur et la joie sont sur le chemin. Alors je vous invite à vous engager. Mais si vous écoutez cette conférence, c'est que vous l'êtes déjà sûrement. Alors maintenant, si je m'engage, je choisis de m'identifier à je suis. Je désire m'identifier à je suis. Je mérite d'identifier à je suis. Je veux m'identifier à qui je suis. Je peux m'identifier à qui je suis. Je choisis de m'identifier, alors je suis. Et quand je suis, je crée ma réalité. J'aime, je rayonne et je transmets cet état d'être. Lorsque je suis, mon énergie rayonne autour de moi. Elle impacte les autres, elle impacte mon environnement, elle impacte le monde et je deviens créateur. Alors, quelques petites astuces pour retrouver un peu de confiance en soi au quotidien, en dehors de s'identifier à je suis. Arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous lamenter sur vos échecs, sur vos difficultés. Ce ne sont que des occasions de grandir. Même que lorsque ce sont de grandes épreuves, il y a toujours une occasion de faire un grand pas, un grand chemin d'évolution. Essayez d'être gentil et bienveillant envers vous-même. Moi-même, moi, M apostrophe A-I-M-E. Cessez de vous critiquer, réapprenez à vous aimer, apprenez de vos erreurs et utilisez-les pour vous améliorer. Et lorsque quelque chose ne va pas, lorsque vous faites une erreur, une faute ou quelque chose qui ne convient pas, je me pardonne. Je mérite mieux et je recommence autrement. Je ne vais pas me lamenter, me condamner sur je suis nulle, je ne suis pas capable. Je me pardonne parce que je mérite mieux et je recommence autrement. Je me fixe des objectifs réalistes, atteignables et raisonnables. Et j'apprends régulièrement à sortir de ma zone de confort. Souvent, je n'ose pas, j'ai peur, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas savoir. Mais si je fais un petit pas au-delà de ma zone de confort, eh bien, cette zone de confort va s'agrandir de plus en plus. Et je serai de plus en plus confortable et j'aurai de plus en plus confiance. Et puis, soyez vigilants, connectez-vous à des personnes positives qui vous encouragent. Fuyez les personnes qui vous critiquent et qui vous jugent. N'ayez pas peur de les fuir, surtout quand elles vous apportent du négatif.
Pensez quand vous vous couchez le soir à lister vos réussites de la journée, vos succès. Pour les gens qui font le parcours en 3 ans ou les gens qui font souvent des séminaires avec moi, je les invite à avoir un cahier de réussite et de noter chaque jour les réussites. Par exemple, mes petites filles, depuis qu'elles sont nées, elles ont un cahier de réussite. Et chaque semaine, elles notent leurs réussites, elles les illustrent avec des dessins, avec des collages, depuis qu'elles sont toutes petites. Et je trouve ça extraordinaire. Ça leur donne une grande confiance en elles. On peut faire également un cahier de gratitude pour remercier pour toutes les belles choses qui vous arrivent dans la vie. Ça peut être le rayon de soleil au moment où vous sortez de chez vous, le sourire d'un enfant dans le métro, et ça peut être quelque chose de beau qui vous est arrivé. Soyez dans la gratitude et dans l'émerveillement. Faites votre marguerite du je suis avec toutes vos qualités, vos talents, vos axes forts, vos dons. Récitez-les, vos qualités. Et puis chaque jour, dès votre lever, appelez ce je suis à se manifester. Que ce soit toi qui parles à travers moi, que ce soit toi qui penses à travers moi, que ce soit toi qui t'exprimes à travers moi, que ce soit toi qui choisis, qui me guide dans l'action juste à avoir à travers moi. Prenez soin de vous, de votre je suis, faites-vous du bien, écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Vous devez être la personne la plus importante pour vous. Et puis apprenez le lâcher prise et pratiquez-le. Entraînez-vous à vous centrer et puis il faudra réparer les mémoires qui sont à l'origine de la perte de confiance. Alors, quelques petits exercices que j'ai trouvés sur un groupe qui s'appelle Apprendre et éduquer et que je trouve très bien. Vous voyez, c'est encore une marguerite qui vous met des choses positives pour reconnecter votre je suis, pour s'aimer de plus en plus. Vous la retrouverez sur mon site avec la conférence. Et puis, il y a celui-ci aussi, la fleur de la confiance, pour retrouver les ressources en soi pour avancer, pour se dépasser et pour évoluer vers une confiance beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte. Pour la confiance en l'autre, pour vous entraîner, ben, soyez honnête, parce que l'honnêteté est la base de la confiance. Soyez dans le cœur, dans l'empathie, c'est important. Ça vous permet de comprendre l'autre, de vous mettre à sa place et d'avoir des sentiments, être dans le cœur et dans l'empathie. Soyez cohérent entre ce que vous dites, ce que vous faites, les engagements que vous prenez. Soyez dans la cohérence, ça maintient la confiance. Respectez les limites de l'autre, respectez les vôtres, respectez-vous. Et si vous respectez les limites de l'autre, vous serez perçu comme une personne attentive et digne de confiance. Et puis, écoutez l'autre attentivement sans lui couper la parole, en vous mettant à sa place, en sentant dans votre cœur, intéressez-vous à ce qu'il dit, prenez en compte ses ressentis. Ses ressentis, il a le droit de les avoir, même s'ils ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et puis, il a le droit d'avoir des opinions différentes, soyez dans le respect. Bien, tout ça, ça va amener de plus en plus de confiance dans l'autre. D'autres petites astuces, eh bien, en dehors d'être honnête et empathique, cohérent, respectueux et attentif, vous pouvez construire des relations fortes et durables basées sur la confiance avec l'amour. Je vois l'autre dans ce qu'il a de meilleur. Lorsque je communique avec l'autre, lorsque j'échange avec l'autre, je m'adresse à sa lumière, à la divinité qu'il a au fond de lui. Je n'occulte pas sa part d'ombre, mais lorsque je m'adresse à lui, je parle de cœur à cœur, d'âme à âme, de lumière à lumière, sans occulter sa part d'ombre, ma part d'ombre. Et je n'hésite pas à valoriser l'autre, à le reconnaître. Je ne suis pas dans la flatterie ni la flagornerie. Là, ce serait de la manipulation.
Et on n'est pas dans un monde bisounours où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Il est important d'avoir ce qu'on appelle la loi, qui n'a rien à voir avec les lois juridiques et les lois sociales. Ce sont les lois universelles de la vie qui nous invitent à respecter l'autre, à se respecter et à respecter les lois universelles de la vie sous toutes ses formes, végétale, animale, humaine. Je suis dans le respect des lois universelles de la vie et je n'hésite pas à poser le cadre, à m'affirmer dans le cœur et dans la loi, sans colère, centré, lorsque les choses ne sont pas justes, lorsque la limite est dépassée, je pose le cadre, je m'affirme. Et ça, c'est aimer réellement. Eh bien, tout ceci permet une réelle confiance et le fait de poser la loi de façon juste renforce encore plus la confiance en vous-même et en l'autre. Alors maintenant, depuis tout à l'heure, on parle du lâcher-prise. Je vais vous donner la définition du lâcher-prise pour que vous puissiez vous entraîner parce que c'est un outil important de confiance et pour rendre la vie plus légère. Quelle que soit la situation que j'ai à vivre, j'accepte. Quelquefois, ce sont des situations qui ne sont pas faciles, eh bien, j'accepte. Si la situation est difficile, je vais respirer. Le fait de respirer permet de ramener la cohérence cardiaque, permet de se centrer, de reconnecter son je suis. Donc, je respire lentement et calmement en traversant cette situation. Je fais confiance à la vie. La vie veut le meilleur pour moi. Et surtout, je donne le meilleur de moi-même. Donc, j'accepte, je respire au travers, je fais confiance à la vie, je donne le meilleur de moi-même. Lorsque je pratique ceci, je lâche prise. Et les choses sont beaucoup plus aisées, beaucoup plus faciles. Deuxième chose importante pour retrouver cette confiance et la manifester, c'est apprendre à se centrer, à passer de sa couche de souffrance, de sa couche d'ego, à son je suis. C'est repérer que je suis décentré, descendre dans son ressenti pour ça, parce que si je suis pas dans mon corps, pas dans mon ressenti, je ne peux pas voir que je suis décentré. Mettre l'intention, je me centre. Je le pense profondément à l'intérieur de moi. Dès l'instant où l'intention est dite, je me centre, eh bien, je rectifie ma posture, je me redresse. Je plante mes pieds dans la terre, je décroise mes jambes, je décroise mes bras pour retrouver mon axe, ma rectitude. Mes pieds sont dans la terre et je visualise un fil d'or qui monte au ciel, je me branche au ciel. Ainsi, je suis bien droite sur mon axe. Puis je porte ma conscience dans mon cœur. Il suffit juste de dire conscience dans le cœur. Et je respire lentement et calmement. Eh bien, en faisant cela, la cohérence cardiaque revient en moins d'une minute. Je suis centré. Je suis se manifeste. Je suis authentique. Je donne le meilleur de moi-même et je suis créateur de valeur. Donc, si on résume, pour se centrer, pieds dans la terre, tête au ciel, conscience dans le cœur, et je respire lentement et calmement. Ainsi, je passe du décentrage au centrage. Ainsi, je passe de qui je crois être, des émotions, des peurs, des croyances, à qui je suis vraiment, cette perfection divine, et je lui demande de se manifester dans ma vie. Voici une représentation des variations de la fréquence cardiaque. En haut du schéma, on a des variations très rapides et très désordonnées. C'est quand je suis stressée, décentrée, en incohérence. En bas, des variations très régulières. C'est lorsque je suis centrée, je suis serein, paisible et les variations sont très régulières et forment une belle sinusoïde.
Alors maintenant, pour retrouver la confiance, on a vu donc des petits exercices, on a vu lâcher prise, on a vu se centrer. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. On va guérir les mémoires qui sont à l'origine de la perte de confiance. Toutes les blessures, toutes les souffrances du passé qui ont fait que tout doucement, j'ai pensé que je n'étais pas assez, que je n'étais pas à la hauteur, que je n'étais pas capable, que je n'étais pas digne d'être aimée. Et du coup, j'ai perdu cette confiance et j'ai oublié tous mes talents, toutes mes qualités. Comment est-ce qu'on va faire? Mon histoire et mes blessures, toutes les mémoires me maintiennent dans l'illusion. Toutes ces blessures, toutes ces mémoires, elles font un écran de pensée au quotidien en me maintenant dans le passé où je suis victime, en me projetant dans le futur où j'ai des peurs, des doutes et je n'ose pas. Donc toute cette histoire, toutes ces blessures passent son temps à se projeter dans mon présent et à m'empoisonner la vie. Au final, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus pourquoi je suis venue sur la terre, j'ai perdu le sens de la vie. Et donc, si je veux reconnecter ma vraie nature, mon je suis vraiment, redonner son pouvoir, retrouver la confiance, il est important d'aller à la rencontre de ces mémoires. Ce qui va nous permettre de réveiller nos talents, de réveiller notre potentiel, de retrouver la conscience et d'aller vers notre mission de vie. Tout notre passé, toute notre mémoire se projette en permanence dans notre vie. Chaque fois que je vis une situation, quelle qu'elle soit, ce qui est représenté par la situation présente dans le dessin, eh bien, cette situation est filtrée par mon cerveau limbique avec toutes ces informations sur les protagonistes, les personnes qui sont là, comment elles sont habillées, à quoi elles ressemblent, ce qui est dit, ce qui est fait. Tout est filtré par mon cerveau limbique qui va chercher dans son disque dur à quoi ressemble cette situation que j'ai à vivre maintenant. Et donc, mon cerveau limbique va passer en revue dans le stock de mémoire qu'il a toute mon histoire, mon référentiel de mémoire, tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance, tous mes souvenirs sont stockés dans les différents centres nerveux de mon cerveau limbique et de mon cerveau cognitif. Donc, toutes ces mémoires qui sont là sont activées pour aller chercher à quoi ça ressemble. Si ma situation présente ressemble à une situation positive du passé, vous avez le petit schéma avec la flèche qui vient toucher la situation positive. Eh bien, mon cerveau limbique va envoyer des messages en disant tout va bien, il n'y a pas de souci, c'est une situation positive, c'est OK, j'aime. Résultat, mes trois cerveaux vont fonctionner en coopération, en harmonie, et c'est je suis qui va répondre. Je suis dans l'action. Mon cerveau fonctionne avec relaxation. Il va être en ondes alpha, qui sont des ondes un peu plus lentes que les ondes bêta, et je suis créateur de valeur. Si la situation présente ressemble à une situation négative de mon passé, où j'ai été jugée, punie, battue, où j'ai vécu une humiliation, une injustice, quelque chose de douloureux, eh bien ce passé va se projeter sur mon présent de façon inconsciente. Résultat, mon cerveau limbique envoie des clignotants rouges. Attention, attention, ça peut devenir douloureux, ça peut devenir dangereux. Dans le passé, il s'est passé quelque chose de similaire. Et ce cerveau limbique, par le biais de l'hypothalamus, va envoyer de l'information à l'hypophyse, qui va envoyer de l'information au cortico-surrénal, qui vont libérer de l'adrénaline en disant attention, attention, danger. C'est ce qu'on appelle les mécanismes du stress. Mes trois cerveaux cognitifs, limbiques et reptiliens vont fonctionner en incohérence, en compétition. Tout mon cerveau droit ne va plus être actif, je n'aurai plus la vision globale de la situation. Mon cerveau limbique envoie des clignotants en criant attention, attention, je n'aime pas, je n'aime pas. Résultat, c'est mon cerveau réflexe, le cerveau végétatif, mon cerveau reptilien qui prend les commandes et qui va diriger ma réponse.
Et ce cerveau reptilien qui n'est pas connecté au cerveau cognitif, le cerveau cognitif, c'est celui de la raison, de la sagesse, de la vision globale, eh bien, le cerveau reptilien va fonctionner de façon autonome, sans en référer au centre supérieur. Et comment il va se conduire? Comme un crocodile. Parce que ce cerveau reptilien, c'est celui des crocodiles. C'est le même. Et donc, je vais dire je n'aime pas, je vais être en réaction. Mon cerveau va fonctionner très rapidement parce qu'il y a du stress. Et lorsque je suis en réflexe, eh bien, je me conduis que de 3 manières différentes. Je suis dans la lutte, je suis dans la fuite ou je me replie et j'attends que ça passe. Et donc là, mes comportements sont décentrés, ne sont pas créateurs de valeur. Alors, on va revenir sur ces mémoires qui sont stockées dans mon inconscient, comme on l'a vu tout à l'heure, dans mon cerveau limbique, dans l'hippocampe, dans les petites amygdales. Enfin, il y a différents centres de la mémoire dans mon cerveau limbique. Et puis, elles ne sont pas stockées que là. Mes mémoires de mon histoire sont stockées également dans mon corps énergétique. Et on verra qu'elles sont également stockées dans mes muscles. Pour bien comprendre comment ça fonctionne, on va faire un petit tour vers les approches orientales, vers l'énergétique. Je ne suis pas qu'un corps physique, je suis un corps d'énergie. Mon corps physique est doublé d'un corps énergétique qui déborde et qui va former autour de moi une enveloppe qu'on appelle le corps éthérique. Au-delà du corps éthérique, avec un niveau vibratoire supérieur, on va avoir le corps émotionnel ou astral. Puis au-delà, on va avoir le corps mental ou causal. Puis au-delà, on va avoir le corps bouddhique, puis le corps atmique. En fait, il y a beaucoup plus que ça. On a 75 corps de lumière. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus que ces 7 corps dont on parle toujours. Dans mon corps physique, j'ai une pompe, c'est mon cœur, j'ai une centrale, un ordinateur central, c'est mon cerveau. Eh bien, dans mon corps énergétique, j'ai des pompes qu'on appelle les chakras, qui sont reliées par un gros canal qu'on appelle Shushumna, c'est représenté ici sur le dessin de droite, et puis des gros vaisseaux comme l'artère aorte ou les veines caves dans le corps humain, eh bien, on va appeler Ida et Pingala, qui sont les gros vaisseaux qui relient l'ensemble des chakras. Voilà une autre représentation. Et puis voici une représentation symbolique du caducée des médecins. Et on retrouve sur le caducée des médecins Ida et Pingala, le chakra couronne qui est au sommet de la tête, et Shushumna qui fait la grande barre du caducée. Ça, on ne l'apprend pas à l'université. Ensuite, dans mon corps énergétique, j'ai des canaux, comme on a des artères, des veines, des nerfs dans le corps physique. Eh bien, dans mon corps physique, les canaux s'appellent des méridiens. Au-delà du corps physique, on va appeler ça des nadis, et il y en a des milliers et des milliers. Les mémoires de mon histoire sont stockées dans mon corps énergétique. Toutes les blessures, tout ce que j'ai vécu de douloureux, de difficile, de carence, va créer des condensations dans mon corps énergétique. Et particulièrement pour les mémoires de mon histoire personnelle, elles sont dessinées par des petites étoiles rouges, des condensations au-delà de mon corps éthérique, des condensations dans mon corps émotionnel, dans mon corps astral, qu'Eckhart Tolle appelle également mon corps de souffrance. Si on va un petit peu plus loin, on va trouver les mémoires de mon histoire familiale. Et si on monte jusque dans le corps mental, on va trouver les mémoires collectives avec les égrégores et les archétypes dont je parlais tout à l'heure. Ce qu'il importe là aujourd'hui, c'est de voir ces petites mémoires rouges. Chaque blessure, chaque traumatisme a formé une condensation sur les vaisseaux, les canaux qu'on appelle les nadis dans mon corps énergétique. Ces condensations, elles ont des prolongements jusque dans mes muscles. Et ça forme également des condensations dans mes muscles. Et je suis sûre que certains d'entre vous qui ont déjà eu des massages ont déjà eu des remontées d'émotions très fortes lors de massages,
Lorsque le masseur passe sur une zone de condensation dans un muscle, il est possible que ça réveille également la mémoire qui est dans le corps énergétique, qu'elle s'ouvre et qu'elle se vide de toutes les émotions qui ont été engrammées dedans. Quand cette condensation se forme à la suite du traumatisme dans les canaux, elle bloque l'énergie qui ne circule plus et c'est ainsi que les acupuncteurs, avec leurs petites aiguilles, en tournant d'un côté, elles vont essayer de faire recirculer, réactiver la circulation. En tournant de l'autre côté, elles vont essayer de ralentir la circulation. Eh bien, ça bloque l'énergie dans mon corps énergétique, dans les nadis, et ça ne circule plus. Et la deuxième chose, tous les talents qui sont en lien avec la mémoire sont refoulés à l'intérieur autour de cette condensation et ne sont plus accessibles. J'oublie mes capacités, j'oublie mes dons, j'oublie mes talents. Pour compenser tout ça, je vais construire des stratégies inconscientes pour m'adapter, pour supporter ma vie, pour survivre quelquefois quand c'est trop violent, pour compenser les manques et les vides ou la mauvaise image que j'ai de moi. Et tout doucement, je vais me perdre et mettre mon âme en prison, donner mon pouvoir à mon mental, et je vais écouter mon mental qui juge, qui critique et qui me dit sans arrêt en me comparant que je suis pas assez, je suis trop, je suis moins. J'ai oublié, j'ai une mauvaise image de moi, je n'ai plus confiance en moi à mesure que ces mémoires se forment. Eh bien, on a un outil extraordinaire pour aller chercher ces mémoires, les nettoyer et les réparer. Ce sont ce qu'on appelle les états d'expansion de conscience. Vous les connaissez tous et vous les pratiquez certains sans difficulté depuis longtemps et je vais vous expliquer. Les états d'expansion de conscience sont connus depuis des millénaires. Elles ont été définies par les ethnologues, chez les chamans, dans les états de transe. En psychologie classique, Freud parlait de sentiments océaniques, il parlait d'états étranges de la conscience quand il l'a vécu. Stanislas Grof, qui les a beaucoup étudiés de façon artificielle avec des drogues, avec des plantes hallucinogènes, des psychotropes, et il a fait de nombreuses études et de nombreux témoignages là-dessus. C'est lui qui les a appelés états d'expansion de conscience ou états non ordinaires de conscience. Ils ont été, ces états, étudiés dans des laboratoires scientifiques, notamment le laboratoire Monroe aux États-Unis ou le laboratoire IONS, l'Institute of Noetic Science, qui est un laboratoire qui a été créé par un astronaute qui est allé sur la Lune et qui a vécu un état de samadhi à son retour. Et donc, il voulait étudier ces états. Il les a étudiés de façon très sérieuse et notamment avec le Dalai Lama. Et on s'est aperçu que ces états amenaient des modifications cérébrales au niveau des fréquences. Chez les physiciens, on a étudié, ce sont des champs électromagnétiques différents. Et puis en mathématiques, les mathématiciens qui sont penchés sur le sujet vont parler d'espace fractal à dimension multiple. Pour comprendre les états d'expansion de conscience, ils sont différents d'états de conscience ordinaire. Si vous ne dormez pas, si vous n'êtes pas trop relaxé, vous êtes en état de conscience ordinaire maintenant. Un état d'expansion de conscience, on va le définir de façon scientifique, objective, avec les ondes cérébrales. Et donc, on va voir sur le tracé électroencéphalographique, en fonction de l'état de conscience, des ondes bêta, des ondes alpha, des ondes θ, delta ou gamma. Les bêtas sont rapides, elles font en général 13-14 cycles par seconde. Les alphas, elles font généralement entre 8 et 14. Bon, là, c'est écrit 12, mais c'est souvent 8 à 14 cycles. Les ondes θ, elles font 5 à 8, 5 à 7. Les ondes delta, 0,5 à 5. Les ondes gamma sont des ondes très, très rapides, 30 voire 40 cycles par seconde. L'état bêta, c'est celui dans lequel on va être la plupart du temps quand on est en grande activité cérébrale ou quand on est stressé. L'état alpha, c'est quand on commence à s'endormir ou qu'on se relaxe. L'état θ, c'est quand on dort vraiment. L'état delta, c'est quand on dort profondément. L'état gamma, c'est quand on est en état de sommeil paradoxal. Ça, c'est la première étude scientifique des états d'expansion de conscience
plus je m'expanse dans ma conscience, plus mon cerveau va fonctionner lentement. Je vais passer en alpha, puis en θ, puis en delta, puis en gamma, mais à aucun moment je dors. Mon cerveau passe dans ces états sans dormir. C'est ce qui caractérise de façon scientifique l'état d'expansion de conscience. Ensuite, dans ces états, je vais avoir des perceptions qui vont être modifiées. Plus je pars en expansion de conscience, plus ma perception du temps, de l'espace et de moi vont être modifiées. La perception du temps, qui en conscience ordinaire est limitée, eh bien, je vais me retrouver en dehors de l'espace et du temps. On va entrer dans des théories einsteiniennes de la relativité du temps. La perception de mon corps qui est limitée à ma peau, eh bien, je vais faire l'expérience d'un corps beaucoup plus large et je vais prendre conscience de mon corps énergétique et je vais même le ressentir. Voici les ondes cérébrales. Voyez, bêta, alpha, θ, delta, ça c'est tiré de mes bouquins de médecine d'autrefois. On n'avait pas encore les ondes gamma qui étaient bien visualisées. Ici, les voici avec les ondes gamma. Alors maintenant, comment on fait pour aller dans ces états d'expansion de conscience? Si vous pouvez utiliser ces techniques pour réparer votre histoire et réparer vos mémoires, il faut que vous sachiez comment on fait pour y aller. Dès l'instant où vous vous relaxez, vous commencez à aller en expansion. Toutes les techniques d'imagerie guidée, soit le rêve éveillé, les visualisations, les séances d'hypnose, la sophrologie, vont vous emmener en état d'expansion de conscience à différents niveaux. Les techniques respiratoires donnent des résultats extraordinaires. J'ai beaucoup pratiqué ces techniques et j'ai fait de très, très belles explorations très profondes en expansion de conscience. Les pratiques corporelles, yoga, qigong, tai chi, tous ces arts martiaux, la danse, la course à pied, amènent à de très beaux états. Pour ceux qui font de la course à pied, lorsque vous entrez dans le deuxième souffle, c'est l'énergie qui vous fait courir, ça devient automatique, il n'y a plus de fatigue, plus de douleur, et vous êtes en état d'expansion de conscience. Quand vous méditez, quand vous êtes en état de contemplation, de silence intérieur, de concentration, vous êtes en expansion de conscience. Tout ce qui est son, chant harmonique, les cloches, les didgeridoo, les cymbales, les bols tibétains, le chant grégorien, la musique classique, la musique sacrée, surtout la musique sacrée, les rythmes du tambour, surtout le rythme à 3 temps, tout ce qui emmène en transe, mais ça peut être aussi le bruit de la mer, le bruit de la pluie, des cascades, le chant des baleines. Tout ça, ça peut vous amener dans de très beaux états d'expansion de conscience. Les plantes sacrées, liées ou attachées au chamanisme, comme le peyote, l'ayahuasca, l'iboga, les cactus, champignons hallucinogènes, sont des plantes avec des psychotropes qui vous emmènent dans des très beaux états d'expansion de conscience. Là, je dis attention, c'est la grande mode, tout le monde veut aller au Pérou faire ça, c'est fait n'importe comment et plein de gens reviennent dans des états psychiatriques graves. Soyez vigilants, on ne fait pas ça n'importe où, n'importe comment et avec n'importe qui. Les Péruviens ont trouvé que c'était une mine d'or de recevoir les Occidentaux et de leur faire prendre les plantes, mais bien souvent, ils vous font prendre des tas de cochonneries en dehors de réellement les potions préparées de façon chamanique juste. Soyez vigilants. Les dernières techniques sont les techniques Monroe. Sont des outils qui envoient des sons dans l'oreille droite et l'oreille gauche, qui ne sont pas tout à fait identiques, qui vont hémisynchroniser le cerveau et qui vont amener des états d'expansion de conscience en fonction des sons qui sont notés, qui sont écoutés. Si vous voulez expérimenter ces états d'expansion de conscience, je propose un petit séminaire de 2 jours. Le prochain, c'est le 18 et 19 janvier. On va explorer toutes ces techniques ensemble en totale sécurité. Je vais vous donner les protocoles pour que vous puissiez reproduire chez vous, vous entraîner et continuer le travail qu'on aura commencé. Ce sont vraiment des outils magnifiques. Qu'est-ce qui se passe en état d'expansion de conscience?
Donc, je pars en relaxation, je médite ou je fais de la respiration ou j'écoute de la musique sacrée. Je laisse aller ma conscience et je vais m'expanser dans mes corps énergétiques. Ma conscience va s'expanser dans mon corps éthérique, puis elle s'expanse dans mon corps émotionnel ou astral, puis elle s'expanse dans mon corps causal, puis elle s'expanse dans mon corps mental. Donc, quand les ondes cérébrales passent de bêta en alpha, ma conscience commence à entrer dans le corps éthérique qui est ici en rouge. Et puis, quand tout doucement, je vais arriver vers les ondes θ, qui correspondraient à un état de sommeil, eh bien, je vais être dans mon corps émotionnel, jusque dans les ondes delta. Puis, je vais arriver dans le corps mental, ma conscience arrive dans le corps mental, elle s'expanse, et puis dans le corps bouddhique, le corps atmique, et au-delà, puisqu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, on peut même explorer les 75 corps de lumière. Si ma conscience s'expanse, qu'est-ce qui se passe? Je vois avec mon troisième œil, j'entends avec la clairaudience, je ressens dans mon corps des vibrations, de la fraîcheur, du chaud, du froid, des sensations avec la clairsentience, je développe des sens subtils et lorsque je vais traverser ces différentes couches, je vois, j'entends, je ressens, je sais ce qui se passe et ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce que je vais trouver quand je m'expanse? Quand je m'expanse dans mon corps émotionnel, dans mon corps, là ici en jaune, le corps astral, je vais tomber sur les mémoires de mon histoire personnelle. Si je m'expanse sur une mémoire, elle s'ouvre. Et lorsqu'elle s'ouvre, les images de l'histoire reviennent à la mémoire, si je suis visuel. Si je suis auditif, j'entends les sons, ce qui s'est passé, ça a été dit. Si je suis kinesthésique, je ressens l'état que j'étais dans cette mémoire au moment où elle s'est produite. Si je suis cognitif, je vois rien, je sens rien, j'entends rien, mais je sais qu'il s'est passé ça. Et si je suis la totale, c'est Bollywood, c'est en cinémascope. Vous retrouvez la mémoire de la petite fille, du petit garçon, de l'adolescent, de ce que vous avez vécu. Cette souffrance, cette douleur qui est là, stockée dans votre corps énergétique. Le fait d'aller en expansion va l'ouvrir, va libérer les émotions, va ramener à la conscience cette souffrance, cette histoire, cette partie de vous en difficulté. Et vous, l'adulte d'aujourd'hui, vous allez l'écouter. Ce petit va vous raconter son histoire. Vous voyez, je vous ai mis un tout petit enfant là, dessiné dans la mémoire. Il vient vous parler, vous dire ce qui vous a fait souffrir. Et vous devenez son parent bienveillant. Vous devenez plein d'amour, plein de douceur, de tendresse pour accompagner cette mémoire et cet enfant. Le fait de l'ouvrir, de la libérer des émotions, d'aller à la rencontre de cet enfant intérieur, va commencer à la nettoyer et la réparer. Vous allez ensuite aller chercher ce petit qui est en souffrance, le prendre dans vos bras ou par la main et vous allez l'emmener un peu plus haut dans les corps énergétiques et visualiser la source de lumière qui descend sur vous, qui descend sur lui. Cette lumière et cet amour vont remplir l'enfant, remplir l'adolescent, la partie de vous qui est en souffrance à ce moment-là. La remplir de telle manière que toute l'ombre et la souffrance vont partir dans la terre pour faire pousser les fleurs. Et l'enfant ou l'adolescent ou la partie de vous devient comme un soleil, comme un diamant scintillant. Alors, vous allez le ramener dans votre cœur. Vous allez lever cette partie de vous dans votre cœur. Que se passe-t-il à cet instant? Eh bien, la mémoire se répare. Si quelque temps après,
vous repassez dessus. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance. Et vous voyez un enfant serein, en paix, réparé. On l'a encore vérifié cette semaine avec les stagiaires du séminaire de 4 jours qui ont fait cette expansion de conscience au séminaire de 2 jours à la rencontre de toute leur histoire et qui avaient réparé beaucoup de mémoires. Eh bien, lorsque nous sommes repartis en expansion sur l'enfance, la plupart des mémoires de l'enfant intérieur avaient été réparées. Il n'y avait plus de souffrance, plus d'émotion, plus de douleur. Un enfant en paix et serein. Donc la mémoire se répare. La dernière étape de la réparation, c'est aller chercher les protagonistes. Et on commence toujours par le père et la mère, et puis ensuite on peut aller chercher les autres personnes qui ont fait souffrir l'enfant. Mais le plus important, c'est de commencer par le père et la mère. On emmène le père ou la mère sous la source et vous voyez votre père ou votre mère avec sa lumière intérieure, son je suis et sa couche d'ombre tout autour. Et vous allez aller chercher au fond de vous votre colère, votre ressentiment, votre tristesse, votre souffrance, et vous allez vous affirmer face à ce parent, et vous allez lui dire tout ce qui n'était pas juste, tout ce qui vous a fait souffrir, tout ce qui vous a rendu triste et tout ce qui vous a abîmé et a fait que tout doucement vous avez perdu la confiance en vous et l'image que vous aviez de vous-même s'est abîmée. Et vous allez casser la couche d'ombre de votre père ou de votre mère. Et pour ça, vous pouvez utiliser un marteau-piqueur, un pistolet laser, une batte de baseball, mais vous ne touchez pas à la lumière de votre parent. Vous détruisez sa couche d'ombre sans toucher à sa lumière. Alors qu'il est sous la source, vous voyez votre père ou votre mère qui se répare. Et peut-être allez-vous voir le père parfait qu'il aurait pu être, ou la mère parfaite qu'elle aurait pu être, si elle avait eu des parents parfaits, si elle n'avait pas eu elle aussi sa souffrance dans son histoire, dans son enfance. Et lorsque vous voyez ça, vous avez un élan d'amour qui peut aller vers votre père ou votre mère. Et une fois cette colère et ce ressentiment vidés, cet élan d'amour est très fort. Vous pouvez rétablir vraiment le lien d'amour avec votre père ou votre mère. Et vous pouvez leur faire le don de l'amour. Par le don de l'amour. Pardon. Je te pardonne, papa, je te pardonne, maman. Et ainsi, en pardonnant, lorsque ma colère est libérée, je me libère. Je me libère totalement de mes chaînes du passé, de la douleur. Et tous mes talents bloqués se libèrent et redeviennent accessibles. La mémoire est totalement réparée. Alors le pardon n'est pas toujours facile la première fois, il faut du temps et il ne peut se faire que lorsque la colère et le ressentiment sont bien vidés. Et vous avez le temps, ne vous obligez pas à pardonner si ce n'est pas prêt, donnez-vous le temps de le faire, un jour ou l'autre, vous y arriverez. Mais lorsque ce pardon est fait, que vous repassez en expansion de conscience sur la mémoire, il n'y a plus que de l'amour, plus que de la lumière, et la relation à vos parents est totalement réparée. Vous allez pouvoir entrer maintenant dans l'amour inconditionnel. On a vu beaucoup de mémoires se réparer tout au long des années. Ça fait 40 ans que je fais des réparations en expansion de conscience. Et ce que je peux dire, c'est que même les personnes qui ont vécu des enfances de maltraitance, même des enfants martyrs, j'en ai eu dans ma clientèle, eh bien, un jour ou l'autre, elles arrivent jusqu'à ça, jusqu'au pardon, même face à leur bourreau. Et lorsqu'elles repassent sur leur histoire après, elles disent que maintenant, il n'y a plus que de la paix, de l'amour et de la lumière. Les mémoires sont complètement réparées. Donc, sur le séminaire de 2 jours, on va faire une énorme expansion de conscience pour passer en revue votre vie, pour aller à la rencontre des mémoires de votre histoire, la rencontre de votre enfant intérieur, de l'adolescent, du jeune adulte, de l'adulte, et on va essayer de réparer le maximum de mémoires. Et peut-être si après vous continuez, vous verrez que ces mémoires ont été réellement réparées,
qu'elles ne sont plus actives dans votre vie, qu'elles amènent beaucoup plus de stabilité et qu'elles vous permettent de retrouver la confiance. Juste pour mémoire, on peut réparer plein d'autres choses avec ces états d'expansion de conscience. On peut aller chercher les mémoires de vies antérieures. Mais je dis toujours aux stagiaires, n'allez pas vous perdre là-dedans. Toutes ces mémoires, elles sont en synthèse dans cette vie-ci. Vous avez bien assez à faire avec cette vie-ci. On va dans les mémoires de vie antérieures que pour des cas très particuliers. On peut réparer les mémoires familiales, aller honorer ses ancêtres, leur demander de nous délier des fidélités négatives, mais on peut aussi surtout découvrir les secrets de famille en expansion de conscience. Et c'est arrivé souvent. Dans les mémoires collectives, on peut aller faire la paix avec les égrégores, leur envoyer de la lumière et de l'amour pour les alléger. On peut aller chercher le pouvoir des familles d'archétypes, ça j'en parlerai plus tard sur d'autres conférences. Et puis, les archétypes vont devenir nos amis pour développer notre puissance d'action dans tous les aspects de notre vie. Et puis, lorsqu'on va s'expanser dans les corps de lumière, donc on va s'expanser dans le corps émotionnel astral pour chercher toutes les mémoires de l'histoire familiale et réparer au maximum. On va s'expanser ensuite dans le corps causal pour chercher les égrégores, les archétypes, les symboles, tout ce qui touche au collectif. Et puis ensuite, on arrive dans le corps bouddhique, le corps atmique, on arrive dans les corps de lumière. Eh bien, en expansion dans les corps de lumière, on a la sensation d'être de retour à la maison, de vibrer, de résonner. Vous reconnectez votre je suis, vous en faites l'expérience dans tout votre corps. Et puis aussi, vous faites des rencontres sublimes, des énergies subtiles de lumière et d'amour. Et ce qui est écrit là-dessous, ce sont ce que les stagiaires disent lors du séminaire de 2 jours. Lorsqu'on arrive pendant une demi-heure à rester dans ces dimensions subtiles de lumière et d'amour, eh bien, elles voient des énergies christiques, bouddhiques, les mères divines, des anges, des archanges, des guides, des maîtres, et elle voit beaucoup les âmes des défunts de la lignée qui viennent les voir, qui leur donnent des messages, qui font des pardons, qui les prennent dans les bras. Certaines personnes reçoivent des soins, de l'enseignement, des messages, des initiations, et puis là-haut, on peut visiter des lieux sublimes que ensuite on partage, et c'est absolument magnifique. Il y a tellement, tellement d'autres choses dont je ne peux pas vous parler en détail là maintenant, ce serait trop long. Et donc au séminaire de 2 jours, on va faire cette expérience. Lorsqu'on a réparé les mémoires, on va faire des pratiques qui vont amener un état d'expansion de conscience très profond, très lointain, et on va aller à la rencontre de ces énergies subtiles de lumière et d'amour, et on va prendre un bain d'énergie, un bain d'amour, et revenir rempli, heureux, et rayonner tout ça autour de nous, parce que l'objectif, c'est de ramener ces états pour les vivre au quotidien. Alors, résultat, quand on a fait ce travail de réparation de nos mémoires, quand on a ouvert sa conscience, qu'on essaie de pratiquer les 4 tattvas, qu'on essaie de lâcher prise, qu'on essaie de se centrer le plus souvent possible, eh bien, on voit se réveiller notre plein potentiel et tous nos talents. Et donc, nettoyer les mémoires permet de retrouver la confiance en soi, de reconnecter sa vraie nature, de choisir de le manifester chaque jour, de retrouver son potentiel avec toutes ses qualités, tous ses talents. On va retrouver la conscience de sa vraie valeur, ses dons, et puis on va vivre avec une plus grande stabilité émotionnelle. On quitte les peurs, on quitte les doutes, on va être serein, on va pouvoir faire des choix, avancer, se sentir guidé et accompagné, et on va aller vers notre plein épanouissement. Alors, si vous voulez en détail tout ce qui peut se faire avec les états d'expansion de conscience, eh bien, je vous ai fait une petite synthèse là. On peut aller explorer toutes les dimensions de l'inconscient, personnel, familial, collectif et universel. On peut faire l'expérience du corps énergétique, réactiver son énergie de vie, retrouver de la vitalité qui donne la pêche. Vous allez sentir l'énergie dans vos mains, vos doigts. Il y en a beaucoup au séminaire de 2 jours qui réveillent cette énergie, qui la sentent dans les doigts, dans les mains, et qui seront prêts à même à faire des soins énergétiques ensuite.
Vous pouvez aussi voir apparaître des mouvements rotatoires au niveau du corps qui, dès l'instant où vos canaux Ida et Pingala sont reperméabilisés, que l'énergie recircule dedans, eh bien, quand vous vous mettez en silence droit sur votre axe et que vous méditez, ça commence à tourner comme ceci, des petits cercles tout doux ou des plus grands cercles. Et puis, vous pourrez voir apparaître des mouvements automatiques comme ceci. Et ces mouvements automatiques vont vous aider pour faire des soins, pour choisir des choses, pour travailler avec les pierres, avec les huiles essentielles. Ça devient des outils au service de la vie. Et puis, au plus, vous pouvez éveiller votre Kundalini, sentir vos chakras, etc. Donc, vous allez avoir la pêche, vous allez avoir de l'énergie, de la joie. Après, le problème, on a tellement d'énergie qu'il faut faire attention parce que l'énergie n'a pas de limite, mais le corps en a. Et donc, on a tendance à oublier que le corps a des limites. Plus vous êtes dans ces énergies, plus vous êtes enthousiaste, et enthousiaste, ça veut dire en Théos, en Dieu. Plus vous déployez vos talents, plus vous avancez sur votre mission de vie, plus vous donnez du sens à votre vie, plus vous développez vos sens subtils, de clairaudience, clairsentience, clairvoyance, plus vous êtes dans le lâcher-prise et la confiance, plus vous expérimentez la puissance de l'intention, c'est-à-dire poser une intention et créer. Et vous créez dans l'immédiateté. J'ai besoin d'une cuisinière, elle arrive. J'ai besoin d'une maison, elle m'est offerte. J'ai besoin d'une place de parking, elle m'est donnée. Dès l'instant où ça s'inscrit dans le plan divin et dès l'instant où vous donnez le meilleur de moi-même à chaque instant, meilleur de vous-même. Ensuite, vous pourrez rencontrer d'autres formes d'énergie dans la nature, dans les mondes subtils. Vous pourrez explorer le temps, l'espace, les planètes, les vies antérieures. Vous allez pouvoir aller chercher de l'information, de la connaissance, des résolutions de problèmes, des idées. Si votre mental n'occupe pas la ligne, eh bien, on reçoit des tas d'informations et à mesure, vous allez changer votre regard sur le monde pour devenir créateur de valeur. Vous allez développer l'intelligence de l'âme et du cœur, aimer de façon inconditionnelle et être de plus en plus dans l'empathie pour exprimer totalement votre vraie nature. Je suis. Vivre intensément dans le présent, dans l'émerveillement et dans la gratitude et vivre en quittant l'illusion de la séparation et en vivant ce sentiment d'unité. Alors là, je peux vous garantir que la confiance en vous, elle est magnifique et qu'elle vous permet de créer et de faire de grandes choses. Et donc, quand on atteint ces états, eh bien, on a un sourire magnifique dès l'instant où on médite. C'est le sourire de Bouddha, un sourire de sérénité, de douceur, d'intériorité. Et ce sourire, on ne peut l'avoir que dans cet état. On ne peut pas le faire volontairement. Alors, je ne peux vous inviter qu'à faire une chose, c'est à vous engager, comme je le dis à la fin de chaque conférence, à suivre le conseil de Goethe sur le petit texte que vous trouverez sur le site. Ainsi, vous entrez sur le chemin qui conduit à l'éveil. Et vous verrez que chaque jour, le bonheur, c'est le chemin. C'est pas le but. C'est pas attendre que tout soit réalisé. C'est se réjouir chaque jour des toutes petites réussites, des tout petits pas, les célébrer, les valoriser. Et ainsi, vous développez heure après heure, jour après jour, votre confiance en vous et vous vivez la joie au quotidien. Alors, just do it now. Voilà ce que je voulais partager ce soir avec vous. Je vais reprendre, les questions que vous avez posées ici et depuis le début et je vais répondre aux questions et n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez sur le chat. Voilà. Donc, je suis toujours heureuse de voir quand vous indiquez d'où vous écoutez cette conférence. Voilà, et croyez-moi, c'est une joie de vous offrir ce temps, de partager avec vous. Si ça peut vous aider à retrouver la confiance, c'est ma joie, c'est le sens que ça donne à ma vie et j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Donc, bonsoir à tous, je vois que tous vous souhaitez une belle année, tout comme moi, je vous souhaite une merveilleuse année. Donc, ça fonctionne. Alors, c'est Isabelle qui expérimente et qui dit que ça marche tout le temps et que c'est magique pour la place de stationnement. Merci pour ce témoignage. Et le tu qui tue, chaque fois qu'on dit tu à un enfant, c'est vrai que ça tue.
Voilà, le séminaire de 2 jours. Donc, il aura lieu le 18 et le 19 janvier. Donc, ça fait dans à peine 15 jours maintenant, un peu plus d'une bonne semaine. Et il est en présentiel. Il a lieu au Forum 104 rue de Vaugirard, dans un très bel endroit avec un beau jardin, une belle salle. Il est en présentiel, il faut un tapis de yoga, une tenue de sport pour le dimanche pour être à l'aise, de quoi se couvrir. Et n'hésitez pas, il reste quelques places et je serais vraiment heureuse de vous accueillir et de vous faire vivre ces belles expériences. Alors, merci, c'est un régal, c'est adorable, les messages que vous laissez. Comment trouver sa mission de vie ou sa raison d'être? Au moins une direction. J'ai 60 ans, je suis spirituelle, mais je suis en auto-sabotage et je porte un chagrin depuis ma naissance. J'ai l'impression d'avoir oublié qui je suis. Oh là là. Bah, déjà, en s'engageant, en faisant ce travail, la mission de vie, c'est pas besoin de la chercher. La vie, elle nous emmène chaque jour à notre juste place, dès l'instant où on entre sur ce chemin, et puis elle se décide. Mais il n'est pas trop tard, à 60 ans, pour changer sa vie, pour avancer, pour évoluer. Il n'y a pas de recette miracle. Quand on fait ce travail de nettoyage des mémoires, nos talents se révèlent de nouveau, on répare nos blessures, nos chagrins, la joie revient et à ce moment-là, notre mission se dessine. C'est pas magique une mission d'âme, une mission de vie. C'est quelque chose qui se construit jour après jour. Je crois que je vais faire bientôt la conférence sur la mission de vie. Je ne sais pas, il faut que je demande à mon assistante, elle a été programmée, je ne sais plus quand. Voilà. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur le séminaire, déjà pour réparer, essayer de nettoyer ce gros chagrin depuis la naissance, qui est sûrement lié à une mémoire d'incarnation. Et ensuite, bah, vous verrez. Alors, extrêmement bien expliqué, ressenti. Bonsoir de l'Ain. Ah, c'est bien au nord de Lyon. Je connais bien par là. Je vais sur Bourg-en-Bresse. En Bretagne, il y a de belles équipes qui ont fait les formations en Bretagne. Magnifique. Voilà. Merci, merci, merci. Bordeaux, c'est pareil. Sur Bordeaux, il y a une belle équipe. Pyrénées-Orientales. Waouh. Dans les Pyrénées. Alors, les Pyrénées-Orientales, non, on a du monde sur Biarritz, sur Anglette. Dans les Pyrénées-Orientales, il y a juste une personne. Alors, merci, gratitude, j'étais très contente, merci. Châlons en Champagne, bah oui, à Châlons, c'est pareil. Quelqu'un qui habitait Châlons, qui est maintenant dans le sud. Que veut dire Enoch? État non ordinaire de conscience. C'est un raccourci pour ne pas dire état d'expansion de conscience. Dans l'allié Vichy, je connais bien aussi. Les constellations familiales sont très efficaces. Je me suis sentie bien plus légère. Bien sûr, les constellations sont magnifiques et je recommande le travail de Dominique Jacob avec qui je travaille depuis 20 ans. Donc apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Donc je pense que j'ai dû être claire. Eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre le 18 janvier, 17, 18, 19 janvier. Je serai vraiment heureuse de vous accueillir. Et en attendant, ah, puis de Chypre, oh là là, c'est super. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence avec joie et vous retrouvez toutes les conférences sur le site internet. Je ne sais pas si celle-ci est déjà, je vais demander à mon assistante de la transférer avec le PowerPoint qui va avec. Voilà, belle continuation à tous, à toutes. Belle réussite et que cette année vous apporte la paix, l'amour, la joie. À très vite, à très bientôt et bonsoir. Alors, il faut que je coupe l'enregistrement.